Ouais, j'ai entre 80 et 90 000 euros en bourse. L'immobilier, le levier bancaire, c'est quand même le truc ultime. Ok, en crypto, il y a peut-être 1% des personnes qui ont fait vraiment du levier et qui ont gagné de l'argent énormément. Après, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de Et il y a l'argent. beaucoup de gens qui se sont brûlés les ailes. Hein. À un moment, on était intéressé pour acheter à Bali des villas. C'est cash. 200 000 euros cash. En vrai, en France, si j'ai pas d'autres activités qui me permettent de générer du cash, je vais sur l'IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Clément. Salut. Salut Clément, bonjour tout le monde. Vas-y, présente-toi un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Yes, du coup moi c'est Clément. À la base je suis kiné, donc qu'est-ce que je fais ici c'est la grande question. Et en gros il y a 2 ans je me suis lancé sur les réseaux, donc Insta, YouTube, sur l'investissement en bourse. Et ça a plutôt bien pris. Et du coup au final là ça fait 3 semaines que j'ai arrêté la kiné. Donc je suis entrepreneur à temps plein dans l'univers digital, donc ça c'est très cool. Et en gros, j'ai un programme d'accompagnement pour aider les personnes à investir en bourse sur le long terme. Et donc, voilà à peu près mon parcours dans les très grandes lignes. Et pour la petite histoire, on se parle aujourd'hui parce que tu as été l'un des premiers clients d'une de mes formations. Et on se suit depuis pas mal d'années. Et je trouvais ça cool, justement, d'échanger avec toi sur toutes ces thématiques-là de business. On va parler aussi un peu d'investissement. Avec plaisir. Et de toutes ces choses. Le premier, un peu le sujet pour revenir un peu sur ton parcours, parce que je pense que c'est un peu atypique ce que tu as fait quand même, c'est que tu as lancé ton business du coup de formation accompagnement en bourse, enfin dans l'investissement, à côté de ton truc de kiné. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi tu as voulu faire ça alors que tu avais ton métier de kiné Alors, comment ça s'est passé ? Niveau gestion de temps, c'était la galère, clairement. Ouais. C'était compliqué parce que je bossais environ 35-40 heures au cabinet à peu près par semaine. Et tout le reste du temps que j'avais disponible, c'était pour essayer de bosser sur mon business. Donc, toutes les petites tâches qu'on voit pas, en fait, parce que clairement, il y a des millions de trucs à faire auxquels on pense pas et c'est vraiment un truc de fou. Donc, les moindres petits trous que j'avais, c'était pour gérer les petites tâches. Et après, j'avais le mercredi après-midi de libre et le vendredi après-midi de libre pour me consacrer vraiment aux grosses tâches. Donc, création de vidéos YouTube, création Instagram, formation, suivi des élèves, etc. Donc, niveau de temps, c'était assez compliqué. Et j'ai tenu 2 ans comme ça. Ok, donc, oui, t'as quand même bien tenu. Ouais, mais au bout d'un moment, j'ai dû prendre la décision d'arrêter parce que c'est pas possible. Genre, développer un business qui est rentable. Parce qu'au final, pendant 2 ans, je gagnais de l'argent avec mon business, mais pas assez pour en vivre réellement. Donc, en fait, t'es bloqué parce que tu peux pas passer plus de temps dessus. Mais si tu passes pas plus de temps dessus, tu peux pas non plus scaler plus. Tu peux pas scaler et même tu cours après le temps tout le temps en fait. Oui. Moi, j'avais aucun contenu d'avance. Ouais. Genre, tu prépares au jour le jour. C'est limite, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui ? La vidéo de la semaine d'après, t'as pas le sujet, il faut le trouver sur le moment, il faut se débrouiller. Tu dois faire la vidéo, la monter, faire la miniate. Après, j'ai délégué quelques tâches au fur et à mesure, mais il y a énormément de choses auxquelles on pense pas. Et du coup, ouais. Mais ça fait quoi ? Ça fait 1 an que je vends des programmes avec l'école des formateurs quand j'étais rentré dedans en janvier 2023. Ah, donc ça t'a permis quand même de décharger plus de taf. De décharger un peu plus du travail, quoi. Ouais, grave. Forcément. Parce que t'as de l'evergreen. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que... Parce que là, aujourd'hui, tu traites des thématiques d'investissement et en bourse, etc. Et comment t'as fait la passation ? Parce que t'es devenu kiné. Pourquoi t'es devenu kiné, tu vois ? Par vocation, et à la base. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, vas-y, je vais lancer une chaîne YouTube, je vais commencer à parler de ça ? En gros, le problème avec la kiné, et le problème avec pas mal de métiers dans la santé, et surtout les profs libres, c'est que, mine de rien, t'arrives très vite à un plafond que tu pourras rarement dépasser, en fait. Ouais. Donc, moi, je suis sorti de l'école, j'ai fait ma formation kiné du sport, donc j'avais fait la formation que je voulais, j'avais atteint un peu déjà mon but au niveau du métier en lui-même. Derrière, je me suis associé, j'ai acheté des parts du cabinet, donc j'étais déjà un peu pas au max, tu vois, parce que tu peux toujours faire plus. Tu peux aller chercher plus de cabinets, des trucs plus grands, avec un meilleur complexe, etc. Mais dans la pratique en elle-même, j'étais au max. Deuxième point, dans la santé, il y a un gros problème, et surtout avec la kiné, t'as beau te former, t'as beau devenir meilleur, t'es payé pareil. Ouais. On en parlait tout à l'heure, la séance de kiné, c'est 16,13 €. Oui, c'est pas beaucoup. C'est que dalle. C'est que dalle. Que tu sois kiné du sport, que tu sois en plus, quoi, tu vois. C'est 16 € pas net d'impôt. Non, c'est brut. Voilà. Ouais, donc, dans ta poche, tu gardes quoi, 7 €. Voilà, donc il faut encore enlever beaucoup de trucs quoi, qui vont avec. Et du coup, ouais, donc ça, compliqué. Ouais.
Troisième truc, il y a la Sécu et un peu toutes les organisations qui nous mettent de plus en plus de bâtons dans les roues. C'est un peu compliqué. Et donc, je me suis dit que je voulais lancer autre chose à côté. Et je me suis passionné pour l'investissement à la base pour essayer de construire ma retraite, etc. Enfin, j'ai commencé par l'IMO, ensuite je me suis intéressé à la bourse. Je me suis passionné de ça pendant le confinement. Parce qu'au bout d'un mois, même pas, j'ai pas bossé pendant 1 mois et demi. Au bout de 2 semaines, je me faisais chier comme un rat mort. Comme tout le monde, je crois. Voilà, donc il fallait trouver un truc à faire et ça a été ça. Tu vois, il y en a qui faisaient du sport et moi j'apprenais sur la bourse. Ouais, donc tu t'es formé et puis t'as quand même lancé vite le truc après, quoi. En fait, je me suis formé et le problème avec l'investissement et surtout en bourse, parce que l'immobilier c'est pas trop le cas, c'est qu'il y a personne qui capte rien à l'investissement en bourse. C'est quand même un domaine qui est assez compliqué et dès que tu parles de bourse, les gens ils te disent ouais t'es trader ou ouais c'est très risqué, t'es fou. Bon, les conversations tournent très vite autour du même sujet. Tu sais, on s'imagine de suite le mec à Wall Street, costard cravate, derrière son écran 200 ordi là, avec les graphiques de partout, mais pas du tout. Ouais, moi, je dois passer sur les plateformes de bourse pour passer des ordres. Je devais passer 5 minutes par mois, je pense. Ouais, parce que tu as une gestion qui est différente. Long terme. Bien sûr. Bon, de toute façon, on va revenir dessus. Yes. Et du coup, donc, ce fait d'être tout le temps tout seul et d'avoir personne avec qui parler de ça, je me suis dit que j'allais aller chercher des gens sur les réseaux pour en parler sur des formats interview. Et au final, j'ai fait une interview, 2 interviews. Après, je me suis dit, les mecs, ils se sont pas déplacés pour rien. Donc, tu vas faire une vidéo et puis hop. C'est parti. Et t'avais déjà l'idée à l'époque de dire... parce qu'il y a un vrai truc aujourd'hui, je trouve, avec la création de contenu qui est différent d'il y a 10 ans en arrière. C'est qu'on en parlait, parce qu'on a vu le docu de Squeezie, c'est qu'à l'époque, les gens ils se lançaient sur YouTube par passion. C'était les gars, genre, je suis passionné de vidéos, je fais des vidéos et on voit ce qui se passe. Et là, on est tombé quand même depuis quelques années en mode, je lance une chaîne pour déjà... On aime la création, mais c'est déjà avec un objectif financier, un business model, ce genre de truc. T'avais déjà, toi, en mode en tête, je sais plus ou moins ce que je vais faire, je sais que je vais vendre des produits, des machins, ou juste tu t'es dit, j'en parle, et puis on verra si jamais ce qui se passe. En vrai, à la base, je me suis lancé sans savoir que j'allais en faire un business, parce que moi, j'étais kiné, et j'allais rester kiné, tu vois. Ouais. Même il y a encore 6 mois, je voulais pas arrêter. Il y a eu 2-3 trucs avec la Sécu, genre des trop perçus qui m'ont été redemandés, enfin bref, des histoires un peu reloues, qui ont fait que je me suis dit vas-y t'as un truc qui fonctionne donc si c'est pas maintenant que t'y vas t'iras jamais donc let's go mais ouais du coup j'ai oublié la question non en gros j'ai commencé sans me dire que ça allait être un business genre juste je me suis dit vas-y tu vas pouvoir échanger avec des personnes qui sont passionnées du même truc que toi et c'est cool donc en fait moi les premiers euros que j'ai gagnés ils étaient 5 mois après ma première vidéo YouTube ok c'était quoi? C'était de l'affiliation. Affiliation pour, pour le programme, on avait parlé. Pour un autre programme d'investissement en bourse. Et j'ai fait ça pendant un petit moment. 1 an après, je me suis dit, tu commences à avoir une audience, tu commences à avoir toi-même des questions. Ouais. Donc, pourquoi pas faire un programme? Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai encore step up sur un nouveau programme plus cher et plus complet. Ouais, ok. Ouais, parce que tu as vraiment fait les choses step by step et tu t'es pas dit... je vais avoir mon business model, je vais faire ça. Tu t'es vraiment dit, je vais lancer le truc, je vais voir ce qui se passe. En fait, moi, je pars de rien. Ouais. Clairement, j'ai commencé sur YouTube, je savais pas faire un cut iMovie. J'avais jamais ouvert iMovie de toute ma vie. Donc, j'y connaissais rien. La technique, j'y connais rien. Les outils, j'y connaissais rien. Donc, j'ai dû tout apprendre sur le tas, comme toutes les personnes qui se lancent, clairement. Ouais. Mais je n'étais pas du tout prédestiné à atterrir ici, à faire un podcast avec toi, tu vois. Ah, mais en plus, c'est un truc qui est hyper important parce que souvent, genre, on a des trucs... je trouve d'autant plus sur YouTube parce que YouTube, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ce que tu disais tout à l'heure en mode... quand j'étais kiné, j'avais plein de micro-tâches à côté. Les gens, quand ils voient une vidéo, ils voient le produit fini, ils se disent, c'est une vidéo, le mec, il a tourné, il s'est assis. En fait, il y a derrière tellement de choses à faire. Et je trouve que les gens... ils s'imaginent que finalement on est né comme ça, on a appris direct du style moi des fois les gens ils me disent oui facile, toi t'es hyper à l'aise face caméra, je leur dis non c'est que j'ai fait 400 vidéos tu vois et les premières vidéos les cuts c'est une catastrophe, tu connais rien, tu fais n'importe quoi. La première vidéo que j'ai fait tout seul, le cut du début je l'avais oublié, donc en fait la vidéo se lance, t'as un gros blanc. Puis après, je lève la tête et je démarre. Alors, je te jure, c'est trop marrant. Et en vrai, je pense que c'est bien d'en parler parce qu'il y a des gens qui vont se bloquer par rapport à ça. Après, de toute façon, tu peux pas. Enfin, faut se lancer, quoi, c'est tout. Ouais. Genre, au bout d'un moment. Et tu t'es formé tout seul sur YouTube? Enfin, sur tous ces trucs-là de création de contenu, tu vois. J'ai pris quelques formations quand même. Du coup, pour Insta, j'avais pris la feuille de route. Ouais.
J'ai pris. Après, pour les outils, tu vois, par exemple, ManyChat. Oui, je En comprends. fait, au bout d'un moment, j'ai compris que se servir de l'expérience des autres pour Ouais. avancer plus vite, c'est hyper important. Parce que au début, tu achètes une formation, tu es un peu frileux. Si tu tombes sur des bons gars et des bonnes formations, tu te dis en fait, ça me débloque et je vais beaucoup plus vite. Ouais, Et de donc ouf. derrière, dès que j'ai un problème maintenant, je prends une formation et je vais très vite et j'applique. Surtout sur tout ce qui est tech. Des fois, tu Ouais. passes tellement de temps, À tout ce qui est bidouiller. montage et tout, des fois, tu te dis, c'est tellement compliqué à manier les outils qu'en fait, avec des formations, tu vas beaucoup plus vite. Ouais. Et pour en revenir du coup au truc de kiné, donc là, tu as arrêté il y a 2-3 semaines. Ouais, 3 semaines. Et comment ça s'est passé niveau entourage parce que c'est vrai que c'est un métier qui socialement est quand même bien vu. Tout ce qui est médecine, tu fais des longues études, c'est stable, etc. Ouais. Et tu dis en gros à ton entourage, bah, j'arrête tout, je fais des vidéos maintenant à temps plein. Ben, en soi, c'est passé quand même. Ouais. Genre, mes potes, de toute façon, ils voyaient bien que je tendais de plus en plus vers ça. Ma famille aussi, parce que je leur en parlais tout le temps. En fait, le truc, c'est que je suis passionné d'investissement en bourse. Et d'ailleurs, c'est un truc sur lequel je vais revenir parce que, à la base, je suis passionné d'investissement en bourse. Et aujourd'hui, j'ai un petit souci, c'est que je fais 80% d'entrepreneuriat et 20% de ce qui me passionnait à la base. Ouais. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel je vais travailler, d'essayer de gagner en structure pour me reconcentrer sur ce qui me fait plaisir. Mais ouais, l'entourage a plutôt bien réagi, ma famille et tout, parce qu'ils ont bien vu que j'étais passionné de ça, que je kiffais et que j'avais des résultats aussi. Parce que bon, Oui. quand t'annonces à ta famille que tu te lances à fond, mais que tu gagnes rien et que Ils sont un peu paniqués. tu lâches. Moi, je faisais entre 7 et 8 000 euros de chiffre d'affaires avec la kiné. Ouais. Chiffre d'affaires, hein. Donc derrière, t'as Oui, les charges t'as- du cabinet, t'as les charges URSAF, retraite et tout T'as ces la là. sécu qui te tape Voilà, t'as beaucoup d'argent qui part, mais globalement, j'avais une sécurité. financière qui était Financière. quand même assez Et propre. puis même, tu sais, tu veux acheter un appart, t'es kiné, la banque, elle te prête en 2-2. Aujourd'hui, si je suis... Bon, là, je suis toujours kiné officiellement, mais Oui. genre, dans 2 ans, je suis plus kiné, C'est plus pareil. j'ai pas de bilan, tu vois. Ouais, Bah, tu fais comment pour emprunter? ouais, c'est plus pareil. C'est la galère. Donc, en fait, il y a tout cet aspect-là auquel on pense pas, mais après, quand j'ai montré à mes parents que ça fonctionnait, Ouais. ils se sont dit, bon, ben, let's go. Et puis, si je prenais pas le risque maintenant, j'ai déjà acheté 2-3 lots immobiliers. Ouais, tu t'es dit. En gros, tu t'es aussi dit. J'ai profité de mon statut de kiné ces dernières années pour acheter, investir, machin. Et en fait, c'est maintenant ou jamais pour. Ouais, de ouf. Et puis, je suis toujours kiné. Genre, Techniquement, ouais. techniquement, si dans 15 ans, dans 20 ans, Oui. je suis cramé et j'en peux plus, ou j'en sais rien, Tu tu retournes vois. à la kiné, quoi. Ouais, ou si ça me fait plus kiffer. Bon, genre, je me dis, on n'a qu'une vie. Moi, ce que je veux, c'est kiffer ma life, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, ce que j'aime faire, c'est ça. Ok. Après, si dans 10 ans, T'aimes plus, tu j'en ai marre, fais autre chose. je suis pas fermé à faire complètement autre chose, tu vois. Ouais. Quand tu vois les mecs comme Jigme, là, qui sont partis faire de l'agriculture, Ouais, de ouf. le mec, il a Hyper tout lâché. intéressant, ça. Et c'est tant qu'il kiffe, tu vois. En gros, C'est le principal. pour ceux qui connaissent pas, c'est un créateur de contenu qui faisait de l'humour, Ouais. qui était dans la même vibes, qui était les Cypriens, Studio Bagel, enfin, dans des vibes différents, le Rire Jaune, etc. Il a tout laissé tomber du jour au lendemain, gros succès, il avait des millions d'abonnés, et maintenant il fait des potagers dans une ferme. Mais je crois qu'il garde quand même ce truc où il crée du contenu autour de ça. Je crois qu'il fait sur TikTok, hein. Ouais, il se fait sur TikTok, mais comme tu dis, c'est un peu le deal en fait de te dire, bah, c'est vrai que souvent il y a le piège, et moi je le vois avec beaucoup de coachs sportifs notamment, tu vois. C'est ce que tu disais avant, c'est en mode, bah, moi je suis passionné de coaching sportif. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de coacher les gens, les mouvements, les machins, les trucs. Et monter un business de coach sportif, c'est bien différent parce que tu te retrouves en fait dans tes 50 heures de taf semaine, ou peut-être 30, tu vois, bah, en fait, à faire 80% de business, les outils, les machins, les posts, les trucs, et 20% où tu fais du coaching, tu vois. Ce Ouais. qui te passionne à la base. Mais c'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant. Et en fait, je suis en train d'apprendre énormément sur moi-même. Parce que en kiné, t'attaques au cabinet, tu termines au cabinet, c'est fini. Ouais. Là, maintenant que je suis à 100% business, c'est jamais fini. Ouais. Genre ça, c'est un truc aussi, je pense qu'il faut s'y préparer et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et même moi, tu vois, là, j'ai des moments de doute, des fois, je galère. Mais je pense que ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que c'est très différent, quoi. Faut être préparé. Et genre, c'est pas un long fleuve tranquille où tu bosses 15 heures par semaine et tu peux aller sur la plage Ouais, comme on voyait avant, tu vois. Je pense Ouais. que beaucoup de personnes commencent à parler du fait que c'est vraiment du boulot, quoi. Ouais, c'est du boulot et surtout, t'as ce truc où parfois, et toi, comment tu l'as vécu par exemple, de te dire, parce que tu disais qu'avant t'étais passionné par. Enfin, ce qui a fait que tu t'es lancé, c'était le côté bourse, etc. Et que maintenant, justement, tu faisais que de l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est. Genre, du coup, comment tu comptes restructurer le truc? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que t'as perdu un peu de la passion de la bourse, tu vois? Bah, j'y passe moins de temps. Je
toujours aussi passionné, mais en fait, avant de me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat avec... il y a 1 an, en fait, on va dire, je suis devenu entrepreneur parce que j'ai commencé à lancer mon propre truc, mon propre programme, etc. Et depuis, je suis plus créateur que consommateur. Avant, je passais énormément de temps à apprendre, à lire, à écouter des vidéos, à me former. J'ai moins le temps aujourd'hui. Ça, j'aimerais le récupérer quand même parce que je trouve ça... Enfin, j'adore apprendre. En fait, moi, je suis amoureux de l'apprentissage. Hein. Il y a un truc qu'a dit Théo Lyon de Kudak dans un podcast, une vidéo YouTube récemment que je trouve trop intéressant. C'est en gros que l'entreprise scale à hauteur de ce que le CEO scale. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, t'arrêtes de progresser, mais dans plein de domaines, hein, business, mais pas que, si tu te mets plus de challenge personnel sur des trucs, bah en fait, ton business, il va pas lui aussi se développer, tu vois. Ouais, il va rester au même stade. Au même stade. Et là, du coup, toi, tu sens que tu manques un peu d'apprentissage, de retourner un peu sur les bons trucs dans ton business. Ouais, de ouf. Parce que, au final, quand tu gères deux choses en même temps, la kiné plus le business, tu peux pas être tu peux pas te comparer à quelqu'un qui a 100% sur le business, tu vois. T'as pas le même temps, t'as pas les mêmes process. Moi, j'ai lâché la kiné, j'avais 0 process en place. Genre vraiment, c'est la one again beast to fly. Genre les posts Insta, c'est toujours le jour. Ouais. Et là, du coup, je me dis, bon, en fait, tu manques énormément de structure. Donc là, tu vois, je me tâte même à faire une petite semaine, pas d'Insta, pas de YouTube, etc. Juste bosser sur le business en lui-même. Et structurer et déléguer les tâches qui peuvent être déléguées parce que aujourd'hui, en fait, la moindre petite tâche, ça prend la tête. Tu vois, publier une newsletter, faire du copier-coller de Notion à MailerLite pour publier, ça te prend 20 minutes. Et ça, tu le fais... Et il y a en plus de ça, il y a un coût que les gens oublient, parce que je parle beaucoup de délégation avec des entrepreneurs, et il y a un coût que les gens oublient et négligent quand ils connaissent pas, ils n'ont jamais délégué. C'est la charge mentale qui, en fait, est 10 fois supérieure au temps que ça te prend. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que j'ai délégué dans mon business qui prend 4 à 5 minutes, je pense. C'est la publication de mes vidéos. C'est-à-dire que moi, je remplis un Notion, je mets le titre, je mets les tags et j'insère la miniature. Et c'est mon assistante qui met en ligne. Et en fait, ça prend littéralement 2 minutes montre en main, tu vois, de faire un copier-coller, comme tu dis. Mais la charge mentale qui reste dans ta tête, de te dire « Ah merde, j'ai pas fait la vidéo pour mercredi de machin de... » Et elle est là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça te bouffe tellement, alors qu'en fait, c'est 3 minutes, tu vois. C'est ça. Mais en fait, c'est plein de tout petits trucs comme ça. Tu rajoutes à ça YouTube, tu rajoutes à ça aussi sur Insta, répondre à tes clients, faire les vidéos, réfléchir au script, réfléchir à ta compta, tu vois. Enfin, t'as plein de trucs qui sont hyper importants à faire. Et comment, t'as une idée déjà de comment tu vas structurer là, typiquement... C'est quoi ton plan pour structurer le business ? Essayer de déléguer ce qui me prend le plus de charge mentale et le plus de temps. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je suis sur un modèle où j'ai une formation qui est assez chère parce que j'ai vraiment mis absolument tout dedans. J'ai une seule formation et j'ai 80% de mon temps à louer dessus et le reste pour la création de contenu. Enfin, ça serait l'idéal. Et en fait, je fais des appels avec tous les clients qui veulent rentrer dans le programme pour leur expliquer, pour voir un peu leurs objectifs, pour voir si ça leur correspond aussi parce que ça ne correspondra pas à tout le monde. Et en fait, ces appels-là, aujourd'hui, ça me prend 10 heures par semaine. Parce que j'ai pas mal d'appels. Et du coup, en fait, ça me fait perdre beaucoup de temps. Ça prend une énergie folle. Et c'est pas là où je dois me concentrer. Et en fait, avec du recul, j'avais pas ce recul-là il y a 1 mois. Mais là, je suis en train de me rendre compte que ça me bouffe tout mon temps, toute mon énergie et que j'avance sur plus rien d'autre. Donc ça, pour le coup, je vais prendre quelqu'un, une sorte qui fait du closing, comme un commercial au téléphone. Et tu t'as pas la crainte que... parce que les gens ne prennent pas l'appel avec toi, il va y avoir une différence en termes de conversion. Si. Tu penses ? Je sais pas si il faut tester, mais exactement. Pour le moment, c'est pas en place et je vais tester. À partir de la semaine prochaine, normalement, ça sera en place. Mais du coup, là, j'étais entre 50 et 60% de closing. Donc après, c'est sur du marché organique et très chaud. Donc les gens, ils parlent avec moi en amont, ils m'ont au téléphone derrière ou par visio. Donc ils savent pourquoi ils sont là, tu vois. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment prévenir les personnes parce que je reste sur mon marché organique, donc Insta, YouTube. Tu vas prévenir sans membre d'équipe ? Ouais, exactement. Je veux dire que de mon côté, j'ai dû me structurer parce que j'ai plus le temps de passer autant de temps à faire des appels, que moi, mon focus, il doit être sur ce que j'apporte dans le programme et aux clients, et que si je veux me concentrer là-dessus, je suis obligé de déléguer cette tâche-là. Et je pense que les gens, ils comprennent. Enfin, j'ai demandé un peu à l'intérieur de mon programme si ça les aurait un peu embêtés. Ils m'ont dit que certes, ça serait différent, mais globalement, s'ils étaient motivés, je pense que quand même.
En vrai, je pense que la majorité des gens, si c'est sur du trafic chaud, ça doit pas poser souci. Et c'est un truc que font certains entrepreneurs que je trouve hyper smart. C'est en fait d'humaniser les membres de l'équipe, c'est-à-dire de présenter quand tu recrutes quelqu'un qui est cette personne. Ouais. Parce que ça te permet, c'est con, mais en fait, ça te permet sur le long terme de te dire quand quelqu'un rejoint un programme ou est dans ton business, si tu dis c'est Léa qui va s'occuper de ça, bon, moi du coup c'est mon assistante, ou c'est Jessica, machin, en fait les gens ils disent ah oui, je la connais, c'est machin, c'est truc qu'on m'a présenté, tu vois. Il y a ce côté C'est un vraiment... peu plus humain. Ouais, et équipe. Équipe. Moi, c'est la vision que j'ai, tu vois. J'ai pas forcément envie de recruter des mecs qui vont rester un mois et qui switchent à la moindre occasion. J'ai vraiment plus cette vision j'ai envie de créer un... Tu vois, le mec qui est avec moi dans le programme, qui est un peu mon bras droit, qui m'aide à suivre les clients, à répondre aux questions, à récolter des données pour les analyses d'action, par exemple. C'est un mec avec qui je bosse depuis 1 an et demi quasiment, depuis le tout début. Okay. Et au début, il me rédigeait les newsletters. Il m'aidait pour la rédaction, pour récolter... c'est un mec qui est spécialisé dans le secteur ? Ouais, dans la finance, ouais. Okay. Enfin, il est freelance et il aide plusieurs personnes qui sont dans ce milieu-là. T'es obligé, c'est des secteurs qui sont tellement nichés que t'es obligé de... Tu peux pas te contenter... Voilà, tu peux pas te contenter juste de dire je vais recruter quelqu'un qui rédige des newsletters, quoi. Faut vraiment quelqu'un qui connaisse le secteur. Exactement. Qui est spécialisé. Et lui, pour le coup, il est très bon. Et c'est la seule personne que t'as dans ton business ? Ouais, après, j'ai un monteur vidéo qui m'aide pour le montage et un media maker. Mais sinon, c'est tout, tu vois. Ouais. Genre, derrière, j'ai pas d'assistante, j'ai pas... Et en fait, c'est con, mais exactement ce que tu disais tout à l'heure, genre, les petites tâches... C'est les pires. Mais en fait, ça prend ça prend une charge mentale de malade. C'est les pires. Et tu te dis, putain, j'ai pas fait ça, il faut que je le fasse, et ça te reste dans la tête, et du coup, t'es moins concentré sur ce que tu fais. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Je suis en train de me faire ma propre thérapie, tu sais. C'est ça, c'est ça qu'il faut. C'est la diff entre travailler, et c'est pour ça que je pense que c'est bien ce que tu vas faire, c'est la diff entre travailler dans son business et sur son business. Quand t'es dedans, tu passes ton temps constamment à éteindre un feu à droite, à gauche. Il y a un problème là technique, ok, tu le règles. Il manque un truc là, ok, tu le fais. Mais tu passes pas de temps à travailler sur des fondamentaux qui vont toujours payer dans 6 mois, dans 1 an, ce genre de truc, quoi. Et c'est exactement pour ça que le passage à temps plein, je pensais que ça allait être facile. Ouais. Mais en fait, ça l'est pas. Ça te confronte à la réalité. Exactement. Et en fait, tout ça, j'ai toujours travaillé dans mon business. Okay. Du coup, j'ai jamais structuré quoi que ce soit. Et en fait, maintenant que je suis obligé de structurer et que j'accueille un peu plus de volume avec des personnes qui sont intéressées par le programme, je me rends compte que c'est la zizanie et que rien n'est prêt. Et qu'il y a rien qui est prêt. Et que c'est exactement ça. J'éteins des feux à droite, à gauche, à droite, à gauche. Toujours dans l'urgence. Mais tu sais que c'est exactement le profil type des freelances. Et c'est pour moi le gros piège des freelances. Qui peut être un piège, après ça dépend du point de vue qu'on a, mais c'est que souvent les freelances, pareil, du coup j'en connais beaucoup, qui sont CM, assistants, peu importe, c'est que, en fait, quand ils ont des prestations, en fait il y a ce piège qui est que ils ont des prestats. Par exemple, moi c'est le cas d'une pote à moi qui a beaucoup de prestations en graphisme, tu vois, et elle gère, elle fait toutes ses prestats, machin, et en fait ça lui prend 100% de son temps. Du coup, quand elle a beaucoup de tâches, c'est bien parce qu'elle gagne de l'argent, mais le jour où il y a plus de tâches, où il y a plus de missions, en fait elle a pas bossé sur son business, donc elle crée plus de contenu depuis quelques semaines, et ainsi de suite, tu vois. C'est pour ça que je pense que c'est hyper important, même quand ça fait un peu mal, parce que tu dis non à de l'argent à l'instant T, mais je pense que c'est important de garder une part de travail sur ton business, je sais pas, 10, 20, 30% de ton temps, pour te dire, je fais des trucs aujourd'hui qui vont payer dans 6 mois, dans 1 an, je construis une liste email, ce genre de trucs. Sur le coup, tu te dis, en fait, ça me rapporte rien, je vais construire une liste email aujourd'hui et refuser une mission à 1 000 € pour ça. Mais en fait, c'est un truc, si tu passes constamment ton temps, c'est gratification court terme, long terme. Exact. Si tu passes que ton temps à prendre la gratification court terme, le jour où elle est plus là, t'as rien construit sur la durée, quoi. Surtout que, vu que tu passes ton temps sur des choses qui sont pas essentielles par rapport à ce que tu délivres à tes clients, parce que moi, en fait, je réfléchis vraiment sur, ok, les réseaux, YouTube, c'est très bien, c'est là où les gens ils me découvrent. Mais moi, là où je veux apporter de la valeur, c'est les personnes qui ont payé pour mes services. Ouais. Et c'est eux que je veux chouchouter à 200%, tu vois. Et là, il y a un truc qui me saoule, c'est que j'ai pas le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et donc, parce que j'ai toutes ces tâches opérationnelles à faire. Le graphisme des posts Insta, je l'ai fait. Tu vois, en fait, c'est plein de trucs comme ça. Et après, l'équilibre qui est difficile à trouver, c'est qu'aujourd'hui, je me lance. Ok, ça a bien marché sur le premier mois, j'ai eu pas mal de clients, etc. Mais je sais que j'étais sur un marché très chaud. Donc, est-ce que ça va être la même chose pendant les mois d'après ? Je sais pas. Donc, je peux pas me permettre aussi de déléguer à hauteur. Tu peux pas trop structurer d'un coup. Ouais, je peux pas me dire, je vais lâcher 6, 7 cas de délégation parce que tu prends...
Ça va vite après. Hein. C'est Franchement, déléguer, on se rend pense pas compte. mais les freelances, ils doivent manger aussi. Bah Donc oui, ils oui. ont besoin d'avoir des tarifs qui sont Ouais, corrects. et surtout que les gens compétents coûtent cher. De ouf. C'est les gens pas compétents, enfin, la compétence coûte très cher et certains postes clés comme un closer, il va te prendre un pourcentage élevé. Si tu veux déléguer ton marketing, un copywriter, il va te prendre très cher. Et même après, sur des postes qui sont à moins d'expertise, mais qui sont importants, en fait, si tu prends quelqu'un qui bosse 10-15 heures par semaine, pour toi, ça commence à chiffrer beaucoup, quoi. Ça chiffre. Mais je pense que plus ça va, plus je réfléchis. Ok, le bénéfice est important, parce que c'est ce qui reste dans la poche à la fin. Ouais. Mais si je recrute une personne qui certes prend un pourcentage, typiquement un closer, mais qui fait plus d'appels, qui est plus qualifié, qui aura plus de clients, au final, ok, je lui donne un pourcentage élevé, mais derrière, j'ai plus cette charge mentale. Derrière, j'ai des clients qui arrivent alors que je fais même pas les appels. Et tu peux structurer comme ça, tu vois. Est-ce que tu connais, c'est la question piège ça, est-ce que tu connais ton taux horaire ou pas? Voilà, mec, pas du tout. Ça, typiquement, c'est un truc, moi, depuis que j'ai calculé ça dans mon business, ça change tout dans la délégation et la création de système, parce que le problème quand tu connais pas ton taux horaire, c'est que tu vas te retrouver en fait avec des propositions de personnes qui vont bosser pour toi. Et en fait, on va te dire, je sais pas, c'est 100 € de l'heure, c'est 500 € de l'heure, c'est 150 € de l'heure, peu importe. Et toi, en fait, le problème, c'est que t'as pas de point de référence. Si ce n'est d'autres propals, tu vois. Ouais. Moi, par exemple, j'avais fait un call une fois, on avait fait un call de 2 heures, j'avais payé 500 balles pour qu'une personne, elle me plug en fait YouTube Ads. 2 heures, 500 balles. Après, évidemment, faut compter que la personne elle a préparé ça en amont, enfin, tu vois, c'est pas juste ça. Mais quand tu calcules, moi, je sais que mon taux horaire, ça dépend, mais il est entre 1000 et 2000 €. En fait, t'es là en mode, ok, mon taux horaire, c'est 1000 à 2000 balles. Je sais que si je délègue à quelqu'un, que cette personne me fait gagner 4 heures, ça équivaut, entre guillemets, à 4, 5, 6, 7 000 €. Donc, en fait, tu peux aller chercher très loin en termes de montant, tu vois. Et je trouve que ça permet grave de te dire, est-ce que oui ou non, je trouve que c'est important de déléguer. Est-ce que oui ou non, parce que des fois c'est des trucs cons, mais tu vas dire je sais pas, moi je vais déléguer mon montage, tu vois. Le montage, en fait tu peux te dire, si quelqu'un me prend 200 € de l'heure, ça me paraît cher. Je sais pas, tu vois, je prends une moyenne par rapport à des monteurs, peut-être c'est la moyenne élevée. En fait, si toi tu gagnes 500-600 € de l'heure, en fait pour toi c'est super rentable de déléguer ça, tu vois. Ouf. Surtout qu'il fera sûrement mieux que toi, hein. Voilà, donc je pense que moi c'est un truc qui a vraiment tout changé, c'est de calculer de traquer mon temps et de diviser ça par le problème que j'ai, et c'est pour ça que j'ai jamais fait, c'est que avant, voilà, ça fait que 3 semaines. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était compliqué de traquer un truc où, en fait, parfois, j'étais en train de bosser parce qu'il y a un patient qui m'avait lâché un lapin et que j'étais dans le canapé du cabinet, tu vois. C'est pas disons effectif. En train de gérer... c'est pas du temps concentré, tu vois. Ouais. Et même, en fait, je pense que j'ai développé aussi un gros problème, c'est le multitasking. C'est qu'en fait, j'ai tellement eu l'habitude de faire tout en même temps que même aujourd'hui, que j'ai le temps de faire ça. Je suis une cata. Impossible de faire du deep work, hein. Impossible de me concentrer. Ça, c'est dur. Je dois travailler fort dessus, je pense. Ouais. T'as lu Deep Work? Ouais, j'ai arrêté. Ah oui, j'ai compris. Pas très lecture, c'est vrai. Ouais, et après ce livre-là, bon, à la moitié, t'as compris le principe. Oui, voilà, c'est ça. Genre, j'ai arrêté. Il te donne quelques strates intéressantes, mais bon j'ai compris le truc. Tu lis la moitié du livre, t'as compris l'idée, quoi. Après, je dis que j'ai compris le truc, mais tu l'appliques? Oui. Je l'applique pas. Après, mais bon, après, c'est vrai que c'est un travail long. Il faut se concentrer. C'est un travail de longue haleine. Ouais. On va parler un peu d'Invest. C'est quoi aujourd'hui, parce qu'on a parlé un petit peu plus de la partie business que tu avais, etc. Mais bon, tu parles quand même d'investissement, tu vois, sur ta chaîne, ton compte et tout. C'est quoi aujourd'hui les différents types d'invest que tu as, le patrimoine que tu as, comment c'est réparti, où est-ce que tu en es en termes d'investissement? Alors moi, je suis assez simple en vrai, parce que j'ai du cash, comme tout le monde, j'en ai pas mal, parce que du coup, j'ai coffré en prévision de cette transition, vu que en fait, derrière, j'ai toujours ma société de kiné ouverte. Enfin, il y a un gros pataquès encore à gérer. Donc, j'ai préféré me sécuriser un peu. Derrière, j'ai du patrimoine immobilier. Donc, j'ai 2 lots à moi seul et un lot en indivision avec ma copine. Et après, j'ai de la bourse. Donc, clairement, j'ai entre 80 et 90 000 € en bourse, ce qui fait 40% de mon patrimoine à peu près, net. Et c'est sur une stratégie très long terme. Donc, assez simple à mettre en place. Beaucoup d'analyses derrière et en amont, mais après, dans la pratique, c'est pas très compliqué. Et c'est quoi pour toi le gros bénéfice d'investir en bourse? Moi, je sais que c'est un peu ton truc préf, mais en gros, si tu devrais expliquer à quelqu'un
pourquoi est-ce qu'il faudrait investir en bourse, qu'est-ce qui se passe par rapport à, pour que ce soit un peu plus facile à comprendre, par rapport à l'inflation, ce genre de trucs, tu vois. Ouais, bah la bourse, en fait, c'est l'actif qui a le plus de performance sur un gros backtest quasiment sur 200 ans. C'est l'actif qui a ramené le plus de perf devant l'immobilier, devant tout ça. Donc déjà, c'est très cool et ça nous permet d'avoir une performance supérieure à l'inflation parce que aujourd'hui, l'inflation, typiquement, elle est à peu près à 3%. Donc il faut imaginer que si au début de l'année, vous avez 100 euros, à la fin de l'année, en pouvoir d'achat, vous avez 97. Ouais. Donc si vous faites rien, l'argent ne va pas s'envoler, il y aura toujours 100 euros sur le compte, mais la valeur de ce que vous allez pouvoir acheter sera inférieure. Donc ça, c'est un gros problème parce que sur 10, 20, 30 ans, au final, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit ouais, le prix de la baguette, c'est cher par rapport à avant, tu vois. Genre, je crois que ça a fait... En 20 ans, ça a fait 44% d'augmentation. Mais parce qu'il y a 20 ans, 1 euro, ça valait plus qu'1 euro aujourd'hui. Exactement. Tu pouvais acheter plus de choses. Tu pouvais acheter plus de choses avec. Ouais. Et donc, du coup, on veut se protéger de ça. Parce que l'objectif, quand on gagne de l'argent... moi, je dis souvent qu'on nous apprend à gagner de l'argent, mais il n'y a personne qui est là pour nous expliquer comment le gérer et comment le faire fructifier. Donc, pour ça, l'investissement en bourse, c'est très intéressant. Surtout que dans la tête des gens, l'investissement en bourse est très risqué parce qu'on en parlait, je sais pas si c'était au début du podcast ou tout à l'heure. C'est ça, ouais. Trader, machin. C'est pas être derrière les graphiques et essayer d'acheter en bas et revendre en haut et vas-y que ça marche et puis ça marche plus. Qui est plus assimilé à du trading, tu vois. Exactement. En fait, les gens, quand tu leur dis investissement en bourse, ils s'imaginent trading. Ils s'imaginent acheter, revendre, machin, avec des coups de téléphone et tout de tous les côtés. Alors qu'il y a des stratégies qui sont assez simple à mettre en place sur le long terme. Déjà, en bourse, il faut savoir que plus tu investis sur le long terme, moins tu as de risques. Parce que, globalement, le marché, il suit l'économie. L'économie, elle est faite pour monter. C'est du capitalisme, etc. Donc, globalement, ça monte. Après, il peut y avoir des mauvaises passes. Clairement, il y a des crises et tout ça. Mais il y a même des stats qui sont sortis. Si tu investis plus de 10 ans sur le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est un indice, tu as 0% de chance de perdre de l'argent. Ouais. Sur le long terme, tu es toujours gagnant. Toujours. Et donc, du coup, il y a des stratégies qui permettent de mettre ça en place très facilement. Et on pourra rentrer un peu plus dans le détail. Je ne sais pas si on peut parler des ETF et ce genre de choses, mais ça, c'est assez technique. On va y aller, après, je pense. Mais voilà. Et en gros, du coup, la bourse est quand même très intéressant. Et par rapport, si moi je viens te voir et tout, et je te dis, écoute, moi j'ai un peu d'argent, voilà, j'ai 100 000 euros, j'en sais rien. C'est quoi pour toi le gros truc, le gros avantage de la bourse ou la différence par rapport à l'IMO, la crypto, ce genre de truc? Comment tu répartis un peu le risque? Pour qui est-ce que tu conseilles tel investissement ou tel investissement, tu vois? En fait, c'est très différent et très complémentaire à la fois parce que l'immobilier, c'est top parce que tu as de l'effet de levier, donc tu peux utiliser de l'argent qui n'est pas réellement à toi pour acheter un bien qui va être ensuite remboursé par un locataire. Donc ça, c'est ouf. La bourse, ce qui est très bien, c'est que c'est quand même beaucoup plus passif. Ouais. C'est toi, ton cerveau et ton ordinateur, tu vois. Donc ça, c'est très cool parce que tu as beaucoup moins de gestion, tu as beaucoup moins d'embêtement aussi. En moyenne, on va dire, une fois que tu as mis l'investissement en place, c'est-à-dire que tu as analysé tes entreprises ou même tu copies, tu prends un ETF, du coup, on va revenir après. Ça te prend combien de temps, en gros, par mois? Par mois, alors... Si on reste sur les ETF, ce qui, je pense, est le plus simple pour la majorité des gens, parce que tout le monde ne veut pas analyser des actions, et ça, c'est chronophage. Mais en fait, les ETF, ce sont des produits financiers qui permettent de répliquer à la hausse comme à la baisse la performance d'un indice. Donc, pour faire très court, le CAC 40, tu as 40 entreprises dedans. Les acheter une par une pour suivre l'indice, ça serait la galère. Il faudrait faire 40 fois, cliquer sur le bouton, 40 fois, acheter. Coller machin. En plus à la pondération de l'indice, parce qu'il y a des entreprises qui pèsent plus que d'autres. Une galère sans nom. Du coup, il y a des fonds qui ont été créés, des fonds passifs, ce qu'on appelle les ETF, qui permettent de suivre avec un seul produit financier l'indice. Et ça, c'est très cool parce que ça nous permet d'être très diversifiés très facilement. Donc au final, à partir du moment où tu as mis en place ton portefeuille d'ETF, avec soit un ETF, 2, 3, en fonction de ce que tu veux faire, une fois que c'est en place, c'est automatique. Soit automatisé avec des plateformes qui permettent d'automatiser ça, soit tu achètes une fois par mois, par exemple, tu places et tu laisses sur le long terme. Mais je trouve que c'est bien un peu de démystifier le truc parce que quand tu parles d'investissement en bourse à des gens qui s'y connaissent pas ou s'y intéressent pas, de un, comme tu dis, on a déjà répondu au truc, mais ça fait peur parce que putain, vas-y, je vais perdre tout mon argent et tout. Ouais. Et de deux, les gens ils pensent que va falloir qu'ils passent des journées derrière leur ordi à analyser des datas et tout machin, alors que alors ça c'est pour, je pense, les gens qui aiment, qui sont passionnés, mais alors que t'as des ETF qui répliquent. Et je crois qu'il y a une data, c'était le CEO de Feinari là, qui en parlait l'autre fois, que le S&P ou un autre, le Amundi World,
surperforment 93% je crois des fonds actifs. Des fonds actifs. Ouais, alors ça, il faut prendre avec des pincettes parce que en fait, les fonds actifs, bon là c'est un peu technique, mais en gros, les fonds actifs, ils ont des contraintes que nous, on n'a pas en tant qu'investisseur particulier. Parce que eux, ils gèrent déjà beaucoup d'argent, donc ils ont une contrainte de liquidité, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec des sommes aussi conséquentes. Ils peuvent pas retirer facilement. Exactement. Facilement. Et en plus de ça, les fonds actifs, ils sont alimentés par des personnes comme toi et moi, comme par des investisseurs particuliers, qui donnent l'argent aux fonds pour qu'ils le gèrent pour eux. Sauf que derrière, les fonds, ils ont beau prendre les meilleures décisions possibles. S'il y a Jean-Michel... Oui, c'est le client final qui veut... Exactement. Si il panique et qu'il a envie de sortir son argent et que tous les mecs du fonds sortent leur argent au même moment, ce qui est souvent au pire moment, c'est-à-dire quand ça descend et qu'il faut absolument pas sortir, ça défonce la performance du fonds, tu vois. Ouais. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs particuliers, on n'a pas ces contraintes-là. Donc, on peut faire... Il y en a qui vont te dire que c'est impossible. Mais on peut faire mieux. Ouais. Après, il faut aller sur des actions, etc. C'est un peu plus technique. Après, c'est plus technique. Ouais. Mais moi, tu vois, depuis que j'ai démarré il y a quasiment 4 ans, je suis à quasiment 15% annualisé. Ok, alors que, pour donner un peu un ordre d'idée... Un indice le plus large du monde, le ACWI, qui prend les pays développés et les pays émergents, donc c'est vraiment tout le panier, il fait environ 13%. Donc j'ai 2% de plus. Ouais, ok. Ce qui est quand même correct, 2% de plus par rapport au marché, c'est cool. Oui, parce qu'après, il y a aussi il y a d'autres stratégies, c'est le réinvestir ce que tu gagnes. Et donc, au final, ça peut paraître peu, parce que quand tu dis 2%, je sais pas, 2% sur 100 000 euros, tu dis, ça fait 2 000 euros. Mais en fait, quand tu réinvestis ces 2%... Ça fait des intérêts composés. Ça fait des intérêts composés qui, sur 40 ans, les 2% sont transformés en 30%, tu vois. Ouais, et puis ça, c'est en fait, on se rend pas compte de la puissance d'un petit pourcent sur le long terme. De ouf. C'est pour ça qu'il faut faire hyper gaffe aux frais qu'on paye. Ouais. Parce que la plupart du temps, quand on fait nos investissements et qu'on connaît pas, on passe par des banques ou des assurances-vie qui ont pas mal de frais. Et elles vont te dire... en fait, c'est... ce qui est tricky quand tu connais pas, c'est qu'elles vont te dire justement, les frais, c'est 0,1%. Et toi, tu as l'impression que c'est pas beaucoup. Ou c'est 1%, ou c'est 2%. Mais en fait... Ouais, mais en fait, on se retrouve très vite à entre 2 et 4% de frais. Donc, en fait, imagine déjà faire 10% par an en bourse, c'est très bien. Sur le long terme, tenir 10%, c'est top. Si en plus, tu enlèves 2 à 4% dessus, tu retombes très bas. Et en fait, ces pourcentages, ils sont sur le long terme hyper importants parce que si on fait une courbe d'intérêt composé, typiquement, si tu fais 10% sur 1000 euros, tu as 1000 euros de gain. Si tu fais 10% l'année d'après, tu fais 10% non plus sur 10 000, mais sur 11 000, donc tu as 1100. En fait, si tu fais ça sur 30 ans, tu arrives à la fin à... Exactement, et en fait, ce petit pourcentage-là, il est hyper important. Ouais, puis au final, eux, c'est des frais qui te prennent, alors que, justement, si tu mets sur des indices qui sont le S&P ou autre, en fait, tu peux toi-même le gérer, parce que ça ne demande pas non plus une technique et tu feras sûrement mieux que... Ouais. Et si t'avais, là on va passer en mode un peu formation et tout, si t'avais genre un petit, le guide du débutant, tu vois, genre, en fait, je parle de ça parce que moi j'ai une commu du coup d'entrepreneurs, et je trouve justement, c'est ce que tu disais, c'est que les entrepreneurs, ils gagnent beaucoup d'argent, ils gagnent de l'argent, ont pour objectif de gagner beaucoup d'argent, mais je le vois, il y en a très 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 peu qui investissent cet argent. Ouais. Et c'est dommage parce qu'au final, t'accumules, tu te casses le cul et tout, tu payes des impôts, des machins. À la fin de l'année, t'as gagné beaucoup d'argent, mais t'en fais pas grand chose. Il reste sur un compte, il se mange l'inflation. C'est ça. Ou si tu commences à gagner un peu plus, t'es en société, à la fin de l'année, tu te manges 25% d'IS, t'optimises pas parce que justement, tu crées pas des charges et tout. Donc, pour moi, investir, c'est important. Et du coup, si par exemple, demain, tu devais expliquer rapidement à quelqu'un, voilà, j'ai envie d'investir en bourse, par où je m'y prends, comment je fais? En vrai, la stratégie la plus simple, c'est déjà de commencer par se sécuriser, pour moi. Donc, première étape, épargne de précaution. Ça, c'est obligatoire. C'est en fonction du profil de risque de la personne, c'est mettre au moins 6 mois de dépenses de côté, histoire d'être tranquille et de se dire, s'il m'arrive un pépin, je suis tranquille, je peux faire face. Derrière, une fois qu'on sera en sécurité, tous nos choix, ils vont être bien meilleurs au niveau de l'investissement, parce que si tu n'as pas cette sécurité-là, si ça se passe pas bien, tu peux avoir des mauvaises décisions. Tu vas tout retirer et tout. Exactement. Ouais. Et ça, c'est le pire ennemi de l'investisseur. Donc, une fois que tu te sens en sécurité comme ça, derrière, il y a du coup des stratégies qui sont assez simples à mettre en place, comme les ETF, où je pense quand même qu'il faut se former un minimum pour comprendre ce que c'est. Tout le système. Ouais, parce que, toujours pareil, en bourse, quand tu investis de l'argent, c'est comme au casino, tu vois. Tu as beaucoup d'émotionnels qui rentrent en jeu. Ouais. Et les émotions, c'est ce qui va te faire prendre des mauvaises décisions à terme. Donc, pour moi, il faut, se sécuriser avec l'épargne de précaution, 2, se former pour essayer de prendre les décisions les plus rationnelles possibles.
et ensuite mettre en place une stratégie d'investissement. Donc il y en a des différentes, mais typiquement les ETF, c'est très simple. Et déjà, ça permet à beaucoup de monde d'investir en bourse. Imaginons 500 euros par mois, tu vois, tu sais que tous les mois, si tu as fait tes calculs, tu peux investir 500 euros par mois. Et tu fais ça sur le long terme, mais c'est quand même pas très compliqué, tu vois. Et si j'ai que 100 euros à investir, c'est intéressant? C'est plus intéressant que zéro. Voilà, je te pose la question parce que bon, je connais la réponse, mais c'est vrai que souvent les gens, justement, comprennent pas ce principe d'effet cumulé et se disent, bah, au final, moi, j'ai pas 1000 euros à investir ou j'ai pas 500 euros. En fait, ça sert à rien, j'ai que 100 euros à mettre ou 200. Mais en fait, quand tu fais les calculs, faut aller sur Internet, hein, vous mettez effet cumulé, enfin, intérêt composé. Il y a des sites qui calculent ça voilà. fait des courbes. Et ben, vous mettez 100 euros par mois avec 10%, on va dire, tu vois. Ouais, même un peu moins, tu vois. Si on reste conservateur, tu mets 8%. Voilà. Et déjà, tu as un bon résultat à la fin. Tu fais ça sur 40 ans et après, tu te dis, waouh, 40 ans, j'arrive à atteindre ça avec 100 euros par mois. À la fin, tu as un beau capital. Après, il faut mettre pareil un peu de recul là-dessus. C'est que 100 euros par mois, on va pas devenir millionnaire et ça va pas faire un énorme capital à la fin. Mais c'est toujours mieux que rien, tu vois. C'est toujours mieux que justement le mettre sur un compte en banque et à la fin, ça va perdre 3% par an. Ce qui fait que, en fait, si tu compares les deux avec 100 euros par mois, je te dis une bêtise, en intérêt composé à 8%, tu arrives à 400 000, alors qu'en banque inflation, tu arrives à 70 000, tu vois. Ouais, la différence, je pense que l'ordre de grandeur, il est à peu près bon. Hein. Ouais, tu vois, donc tu te dis, j'y gagne quand même à me pencher dessus et à investir. Surtout qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que les gens, ils ont l'impression que c'est très compliqué, comme on l'a dit, alors que vraiment, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'est se tromper d'avoir peur de la bourse et de se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent en immobilier qui ont l'impression que c'est moins risqué que la bourse, alors que la bourse, c'est pas forcément plus risqué. Un investissement immobilier aujourd'hui, si tu achètes, comme je l'ai fait avec mon appart tout pourri, là, si tu te plantes, que tu as une copro relou, que tu as mauvaise localisation, que tu as un locataire qui te fait des dégâts, et en fait, tu peux avoir 1 million de problèmes avec l'immobilier, et tu es très concentré en plus. Et c'est pour ça que je trouve justement que quand tu es entrepreneur, même si l'immobilier, c'est génial parce que tu as l'effet de levier, tu arrives à lever 200 000 euros en mettant 10 000 euros d'apport, donc c'est magnifique. Mais quand on est entrepreneur, on sait que notre valeur la plus précieuse, c'est le temps. Quand tu as une entreprise, surtout quand on est dans des business de services où on sort beaucoup de cash, tu fais des marges à 90%, 100% quasiment sur des produits en ligne, en fait, ton temps, c'est de l'argent, tu vois. Et je trouve que ce qui est magnifique et c'est hyper complémentaire à l'entrepreneuriat et au business en ligne, c'est que la bourse, comme tu dis, il n'y a pas de gestion. Tu vas pas aller trouver des biens sur place, visiter, faire des travaux, des machins, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures. C'est, tu mets ton plan d'invest, tu mets un peu d'argent de côté, tu définis une fois que tu as le setup en place, tu investis, comme tu disais tout à l'heure, il y a même des trucs où en automatique, tu peux réinvestir toutes les semaines ou tous les mois, et après, tu laisses tourner le truc, quoi. C'est ça. En fait, l'exécution est simple. Il faut juste, à mon sens, comprendre ce qu'il y a en derrière. Oui, voilà. Oui, parce c'est que comme pour tout, tu vois. C'est pas un adage qui dit qu'on a peur des choses qu'on ne comprend pas. Oui, il y a un truc comme ça, je crois. En fait, c'est ça, à mon avis. Plus tu as de connaissances, mieux c'est. Mieux c'est parce que tu vas comprendre ce qu'il y a là. En fait, la bourse, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit des ETF ou des actions, c'est qu'il y a des entreprises derrière. Ouais. Donc, c'est aussi la différence qu'il y a avec la crypto. Et c'est pour ça que je préfère la bourse. Parce que la crypto, malgré tous les mecs qui te disent ce projet-là, ça va péter. Il est incroyable, ce projet, il y a vraiment un truc de fou. Ok, bon, il y a 95% des projets, c'est de bullshit, mais à fond, tu vois. Donc, c'est moins palpable que les entreprises sur lesquelles t'investis. Sur Microsoft aujourd'hui. Microsoft, c'est 90 000 employés. Genre, c'est des logiciels, c'est du hardware, etc. C'est des produits qui vendent. Un truc qui est déjà en place, quoi. Exactement. Et en fait, il faut juste comprendre ce qu'il y a derrière. Et en fait, t'investis sur l'économie, quoi. Et je pense que même dans la prise de décision, c'est mieux. Parce que des fois, quand on voit justement des petites chutes, des fois ça prend des moins 10, moins 20, moins 30%, en fait, si tu comprends pas le mécanisme et pourquoi est-ce que ça a baissé, en fait, tu peux paniquer et te dire oh là, qu'est-ce qui se passe, j'ai peur, je retire tout. Alors qu'en fait... pire décision du monde. Ouais, tu te rends compte peut-être que l'entreprise était un peu surcotée et du coup que ça a juste réajusté. Et en fait, voilà, nos paniques. C'est pour ça que je pense que les ETF, c'est une très bonne façon d'investir pour la majorité des personnes. Parce que justement, cet aspect valorisation des entreprises, il ne rentre pas trop en compte. Vu que tu achètes tout le panier, tu achètes l'indice en entier. Ça s'ajuste. Exactement. Tu achètes des entreprises qui sont surévaluées, des entreprises qui sont sous-évaluées, mais globalement, tu t'en fous un peu parce que tu investis régulièrement. En plus, tu vas acheter 500, quand c'est en haut, quand c'est en bas. Tu dis, 500, donc S&P 500, c'est 500 entreprises, ça moyenne bien, parce que tu diversifies les risques aussi. S'il y a, même si ça n'arrivera jamais, enfin, il
y a peu de chances qu'une des 500 plus grandes entreprises du S&P fasse faillite, mais admettons, il y en a une qui fait faillite, ça te fait tomber une ligne qui représente 1% du truc, voire même moins. Ouais. Donc tu te dis, bon... Ouais, après, tu vois, au final, plus ça va, plus ça se concentre quand même. Parce que Oui. t'as les 7 plus grosses Oui, entreprises, voilà, donc qui font, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Google, Nvidia, et je crois qu'on est à peu près bon, qui font une grosse partie... qui pèsent parts. 25-30% de l'indice, Ouais. je crois. Mais bon, quand même, tu te dis, il reste après, Oui. c'est très bien diversifié comme truc, quoi. De ouf. Et après, en termes, parce qu'on a parlé, du coup, t'as l'immobilier, ton dada, ce que tu kiffes, c'est la bourse. Yes. Et est-ce que t'as d'autres invests, à part ça, J'ai un tout petit peu de crypto, mais vraiment très très léger. en termes de pourcentage? Ouais, 0,3%, je crois. un Ok, truc comme ça. ok. Je donne des chiffres précis parce que suivre son patrimoine et suivre ses finances, c'est Ça. très important. Et ouais, donc c'est vraiment très peu. C'est. Ouais, Et pourquoi? parce que je sais pas. C'est pas trop mon truc, tu vois. Il y a C'est pas de l'univers. palpable derrière. Je comprends pas trop la tech. Ok. Je comprends pas trop tous les projets qu'il peut y avoir. Moi, à la limite, tu vois, ce que j'ai en investissement crypto, c'est un truc sur compte titre. C'est un ETP. Donc c'est comme un ETF qui investit sur un panier crypto. Mhm. Donc t'as Bitcoin, Ethereum, Le plus Binance gros, quoi. Coin. Ouais, les 5 plus grosses, Solana et Cardano, je crois. Un truc comme ça. Et en fait, je mets là-dessus. Et tu laisses tourner. Ouais. Et je me prends pas la tête. Moi, ce qui m'a saoulé de ouf avec les cryptos, c'est l'histoire de. Il faut 36 000 plateformes parce que Ouais, tu veux acheter la crypto de machin qui est pas dispo sur le truc, la clé privée. Oh, et vas-y. Hmm. En fait, j'ai une application là. J'avais acheté de l'EGLD, je sais pas si ça te parle. Non. Bon, c'est une crypto. Il y avait une plateforme sur le téléphone sur laquelle tu pouvais stacker la crypto. Ok. Ok, c'est dessus depuis 3 ans, mais je sais même pas comment on fait pour la sortir. Ouais, non, mais oui. Donc en fait, En fait, ok, c'est- j'ai 700 balles dessus, Ouais. mais j'en fais quoi? C'est tout le truc de la crypto. Après, c'est parce que je suis pas tech. Hein. C'est décentralisé. Enfin, du coup, il y a la promesse de base qui est de dire on décentralise le truc. Alors, c'est C'est-à-dire centralisé que. de ouf. Bah, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que la décentralisation, ça fait que ça s'adresse qu'à les gens qui sont tech. Parce qu'il te faut des clés privées, il faut envoyer ça sur des ledgers, sur des wallets et compagnie. Et du coup, une grande partie des gens sont pas aussi tech, donc investissent via Binance, Coinbase, etc. Et au final, retournent sur la centralisation. Exactement. Et puis, tu as vu le nombre de problèmes qu'il y a eu. Ok, en crypto, il y a peut-être 1% des personnes qui ont fait vraiment du levier et qui ont gagné de l'argent énormément. Après, il y Ok. a beaucoup de gens qui ont perdu de Et il y a l'argent. beaucoup de gens qui se sont brûlés les ailes. Hein. Ouais, de Les ouf. mecs sur FTX, les mecs Ouais. sur Celsius, sur toutes les plateformes Même sur qui Luna. ont fait faillite. Ouais, sur Luna. Hmm. Il y a des trucs, c'est trop border, tu vois. Vu que c'est pas régulé, ben, Toi, les tu vas mecs- pas pour l'instant. Enfin, il y a ça, il y a le côté aussi, je pense, affection pour l'univers. Oui, oui, de ouf. Parce que si Moi, ça, j'ai pas d'affection particulière Voilà. pour le truc. comme on disait tout à l'heure avec les ETF enfin, la compréhension, c'est que s'il n'y a pas d'affection, tu te dis bah je m'y intéresse pas trop. Si tu t'y intéresses pas, tu comprends pas. Si tu Exactement. comprends pas, tu vas forcément pas y aller, quoi. Mais en fait, moi, j'ai fait un peu le chemin inverse, c'est que je me suis intéressé, j'ai quand même compris la base, tu vois, genre tout ce qui est blockchain, etc. Mais je trouve que globalement, enfin, c'est plus un univers spéculatif où les gens, ils vont investir pour gagner de l'argent, Ouais. vraiment, et faire de l'argent vite. Et genre, tu vois, c'est vraiment plus de la spéculation Mhm. que de l'investissement. Moi, j'aime bien réfléchir derrière mes investissements, tu vois, quand je vais sélectionner une action, je sais pourquoi, j'ai analysé tous les ratios financiers, je sais sa rentabilité, je connais ses dettes, je connais Mhm. son business model. Et encore Et une fois, je tu suis te dis, beaucoup plus à l'aise avec ça. encore une fois, tu te dis que tu investis dans un truc qui va dans une entreprise qui va produire Ouais. du palpable. Alors que C'est ça. pour l'instant, les cryptos, tu te dis plutôt je mets de l'argent dans un projet dans l'idée que ça monte, c'est que je revendre et puis Et on verra bien. tu vois, les entreprises et la bourse, dans 30, 40, 50 ans, je suis sûr Ouais, qu'ils sont ça. encore là. Ouais. Les cryptos, ok, c'est bien parti, mais faites-moi une prévision de comment ce sera dans 20, 30 ans, tu vois. Ouais. Et moi, mes investissements, ils sont pas pour maintenant. J'ai pas besoin d'utiliser mes investissements pour aujourd'hui. Donc moi, j'ai plus vraiment cette vision long terme où je construis mon patrimoine. Mm. Ok, je vais passer à côté d'opportunités, parce C'est que sûr. clairement, Ouais, bien sûr. je sais qu'il y a de l'argent à se faire sur les cryptos. Hein. Faut Ouais. pas être. Enfin, ça serait mentir de dire le contraire. Mm. Mais c'est pas dans ma stratégie en fait. Ouais, toi, t'es plus dans l'idée de dire je prépare ma retraite, je veux m'assurer un Ouais, truc et- patrimonial. Et me concentrer sur là où je suis bon. Ouais, Parce qu'en fait, être sur l'IMO, sur la bourse, sur les cryptos, sur le business, c'est sur. compliqué. En fait, tu peux être moyen partout et. Et à part les cryptos, J'investis sur moi et dans mon business. Hein. ok. Clairement, il y a beaucoup d'argent qui part là-dedans. Je crois que l'année dernière, j'ai lâché entre 6 et 7 000 balles Mhm. de formation, tu vois. Et au final, je pense que c'est le truc Le plus rentable. qui a le plus de rentabilité. C'est vrai. C'est Hormozy qui avait parlé de ça une fois et je trouve que c'est très vrai et c'est un investissement qu'on oublie de
de mettre sur la table, c'est qu'en fait, c'est bien d'investir en IMO, en machin, en truc, mais quand tu fais le calcul, au final, tu te dis, bah, je vais investir, on reprend la bourse, tu vois, j'investis en bourse, je fais 10% cette année. Bah, en fait, tu te dis, donc faut le faire, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein, mais tu te dis, bah, si tu investis dans ton business, bah, un business qui se porte bien, où tu te dis, là j'ai fait x2, x3 ces dernières années, bah, en fait ça fait 300%. Et donc au final, c'est limite aussi rentable que la crypto. Mais en fait, moi ce que je me tue à dire sur mes réseaux, c'est que, ok, une fois que tu as ta stratégie d'investissement qui est en place, etc., il y a deux teams. Il y a la team, je fais très attention à mon budget, je suis très carré, et limite, je passe dans la privation pour pouvoir investir plus. Ouais. Pour moi, ça, c'est pas du tout le bon état d'esprit. Ouais. Et tu as la deuxième team, c'est on va se sortir un peu les trucs pour gagner plus d'argent. Tu vois. Oui, parce que tu gagnes plus d'argent, tu as un énorme levier pour investir plus et derrière, tu as une boule de neige qui grossit beaucoup plus vite. Parce qu'à un moment, ce qui te freine le plus dans l'investissement, c'est le capital. Parce que les 10%, disons que c'est comme, tu vois, moi je trouve que tu peux faire énormément de rapprochements et de métaphores entre le business en ligne et l'invest. Et pour moi, il y a un truc, par exemple, dans le business en ligne, c'est taux de conversion et trafic sur tes offres. Ta page de vente, elle convertit à 10%. Tu sais que c'est un taux qui est bien, qui est très très bien, mais tu pourras pas l'emmener plus haut. Enfin, tu peux, mais tu pourras jamais faire 30%. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, une fois que tu atteins le max, entre guillemets, bah, l'autre truc, c'est le trafic. Et avec l'invest, c'est pareil. C'est que tu sais qu'en bourse, tu fais du 10%. Si tu fais toi-même et tout, tu peux monter 13, 14, machin, mais tu pourras jamais faire 30, 40%. Donc, si tu veux tripler... Même 13-14%, tu vois, la performance que j'ai actuellement, je sais que je la tiendrai pas sur le très long terme. Voilà. Il y aura des phases où ce sera plus compliqué. Là, les marchés sont très hauts. Mais tu as entièrement raison. Donc, tu sais que si tu veux faire le double, tu doubles le capital. Tu as 3 leviers. Tu as le temps. Ouais. Donc, plus tu investis tôt, plus tu as cet effet des intérêts composés qui va jouer avec toi. Donc, ça, premier levier. Sauf que... le temps, tu peux pas l'accélérer. Et tu peux pas revenir en arrière. Donc, si tu as 45 ans et que tu démarres à 45, bah, tu joues avec tes propres cartes. Ouais. Deuxième levier, c'est la performance. Donc, ce que tu as dit, ok, 8-10% sur le très long terme, c'est déjà très bien. Si tu vas chercher plus, c'est que tu prends plus de risques. Donc, tu as plus de chances de te brûler les ailes aussi. Donc, ça, c'est le deuxième levier qui est limité. Le troisième levier, celui qui n'est pas illimité, enfin, celui qui n'est pas limité, c'est le capital. Et donc, si tu investis 500 € à 15% par an, c'est très bien. Mais si tu investis 3000 € à 8%, beaucoup plus perf. C'est 1000 fois mieux. Bah ouais. Et ça, c'est un levier qui est pour moi le plus important, mais qui est le plus compliqué à aller chercher aussi. Oui. Parce que l'argent et le salaire, et en tout cas les revenus de l'activité, tu peux pas les, les inventer, quoi. C'est l'avantage d'être entrepreneur, c'est que quand tu es salarié, déjà investir 500 € par mois, c'est très bien, parce que si c'est un bon restage, ça veut dire que tu gagnes bien ta vie. Mais après, à un moment donné, tu as un plafond de verre qui fait que les salaires, ils augmentent, mais tu vas pas non plus tripler ton salaire sur une année. C'est clair. Et alors qu'avec un business en ligne, bah, tu as la beauté de te dire, bah, si j'ai des bonnes perfs, l'année prochaine, je fais 2 fois plus, 3 fois plus. Et en fait, sur 5 ans, tu fais 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Et donc, tu commences à pouvoir investir aussi des sommes qui sont beaucoup plus conséquentes. Et surtout, derrière, tu actives d'autres leviers comme l'investissement en société. Voilà, c'est ça. Après, il y a des montages. Voilà, là, c'est plus compliqué, mais du coup, tu peux encore plus optimiser parce que tu vas investir directement et tu vas pas être fiscalisé sur ce que tu vas investir. En tout cas, au moment où tu l'investis, tu seras fiscalisé à la sortie. Mais tu peux faire des optimisations comme ça. Et ça, c'est aussi... En fait, la France, c'est une galère fiscale forte. Il y a beaucoup de choses à gérer et beaucoup d'impôts et tout ça. Mais quand tu maîtrises... Si tu te démerdes un peu... Il y a beaucoup de montage. Ouais. Énormément de montage. Après, il faut se faire aider parce que clairement, moi, j'ai pas les compétences dessus. Bien sûr. Mais si tu trouves des bons gars qui arrivent à te faire des bons montages, tu peux être 100% legit avec des optimisations qui sont assez correctes. Et après, surtout, c'est toujours la notion de gratification court terme, long terme, parce que ce genre d'invest où en fait, bah, tu montes une holding, tu fais remonter l'argent dans ta holding pour l'investir ailleurs, donc en fait, tu te prends pas... tu prends juste un petit frottement fiscal, mais pas beaucoup d'impôts. Enfin bref, il y a plein de trucs. Ça, faut juste accepter que c'est de l'argent que tu verras pas tout de suite, parce que comme tu disais, c'est de l'argent qui est pas imposé quand tu vas l'investir, parce que tu n'as pas besoin de le sortir de ta société, mais qui va être imposé plus tard quand tu vas le sortir. Mais après, c'est toujours dans un horizon d'investissement de te dire, bah, moi, mon but, c'est de faire grossir le patrimoine sur les 20 prochaines années. Et puis, bah, si tu te fais poncer dans 20 ans, c'est pas grave, parce que tu auras un gros patrimoine, tu vois. C'est ça. Mais après, en fait, il y a différentes visions, tu vois. Pour moi, il y a certes le patrimoine pro qui est important, mais faut peut-être pas tout miser dessus non plus. Oui, bien sûr. Et derrière, tu as le patrimoine perso. Donc, le meilleur des deux mondes, c'est réussir à trouver un équilibre entre tu te sors un salaire sur lequel tu peux investir un petit peu, donc tu augmentes un peu ton patrimoine perso petit à petit. Et derrière, tu essaies de construire
avec quelque chose de solide en pro. Ouais. De toute façon, je pense qu'il faut vraiment profiter, parce que oui, on se fait taxer et tout machin, mais il faut vraiment profiter de tout ce qui est mis à notre disposition. Par exemple, l'immobilier, le levier bancaire, c'est quand même le truc ultime. Ah ben en France, Tu te c'est dis, royal pour ça. Tu te dis, on te prête 200 000 euros que tu n'as pas. Ouais. C'est comme un truc qui est incroyable. Alors pour ça, oui, donc, tu gagnes bien ta vie, tu as payé des impôts dessus, des machins, ok, mais c'est quand même un truc. Moi, à un moment, on était intéressé pour acheter à Bali des villas. C'est cash. 200 000 euros cash. Ouais, c'est-à-dire que mais- tu arrives, alors bon, peut-être pas mafia avec une valise, mais tu arrives loin, avec, tu quoi. fais un virement de 200 000 euros. Ouais. Et en fait, ok, la maison elle est à toi tout de suite, mais il faut sortir 200 000 euros, tu vois. Faut jouer avec les Les armes leviers qu'on a. Exactement. Après, il faut choisir si on a envie de jouer avec ces armes-là ou si on a envie de choisir avec Oui. de composer avec d'autres armes. Oui. Et moi, je comprends tout à fait les gens qui partent. Hein. Mais je vais faire une précision là-dessus qui est hyper importante, c'est que faut toujours penser toujours à votre vision long terme, parce que le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes, et j'ai discuté avec des gens qui sont tombés là-dedans et ils sont morts de les dos aujourd'hui, c'est de penser court terme, de se dire j'en ai ras le cul, je me casse à Dubaï et Co, de pas payer d'impôts, de revenir en France parce que finalement la vie là-bas, ils en ont marre, machin, La ça va famille pas. manque, les potes manquent. Voilà, sauf que quand tu reviens en France après 5 ans à Dubaï, Grosse galère. voilà, tes comptes sont vides, tu vas voir les banques, enfin tes comptes, t'as de l'argent, mais tu vas voir les banques, pas de passif en France, pas de bilan, pas d'activité, donc louer un appart, c'est galère, acheter, bonne chance, et donc il faut vraiment avoir ce truc où, moi j'ai discuté avec des gestionnaires de patrimoine et tout sur mes stratégies, où ils m'ont dit faites très attention à ça, parce que il y a une retombée long terme si tu reviens ici qui coûte beaucoup d'argent, c'est comme si en fait tu avais disparu fiscalement pendant des années, et te reconstruire une situation fiscale, bah, c'est bien relou, tu vois. En fait, c'est délicat, tu vois, parce qu'il y en a qui font ça, mais de l'autre côté, ils arrivent à coffrer tellement de cash en si peu de temps bien sûr. que, en fait, t'as tous mauvais côté, mais de l'autre côté, ils ont rentré. Enfin, tu vois, il y a des gens qui partent à l'île Maurice, par exemple, aussi, c'est pas trop mal niveau fiscal. Oui. Dubaï, etc. En fait, et le gros avantage qu'il y a là-bas, c'est que nous, on compose avec le patrimoine pro et le patrimoine Eux, ils perso. ont un seul patrimoine. Mais eux, Ouais. c'est comme s'ils étaient tout le temps en micro-entreprise, sans Bien sûr. plafond et Ouais. avec une imposition moins élevée. Donc, en fait, tu coffres. Ouais, de ouf. Et bon, après, si tu rentres avec vraiment beaucoup d'argent, Oui, tu peux voilà. te débrouiller, mais En fait, c'est vrai qu'il y a des galères aussi. c'est où t'y vas et enfin où t'y vas. Après, il y a plein de trucs, mais c'est sûr que si t'y vas et que tu pètes des millions et des millions et des millions, tu te dis bon, si je reviens sans bilan, c'est pas très grave. Mais l'entre-deux, je trouvais dangereux. C'est-à-dire Ouais. d'aller là-bas pour faire 200-300 000 euros, d'y aller trop tôt. d'y aller trop tôt, de revenir, en fait, t'as mis un peu d'argent de côté, mais pas tant. Mais tu reviens et en fait, t'as profité de là-bas, mais pas assez. Enfin, t'as pas assez coffré pour. Parce qu'aussi, tu vois, l'argent, c'est bien, mais Y a pas que ça. il n'y a pas que ça, ouais. Franchement, moi je le vois, tous ceux que j'ai connus qui voulaient habiter à l'étranger et tout, bah, pas tous ceux, mais il y en a une grande partie qui reviennent parce qu'en fait, y a l'argent, ok, tu payes pas d'impôts, c'est beau, c'est bien, mais t'as la famille, t'as d'autres choses, tu vois, qui font que. Voilà. Déjà que moi, tu vois, j'habite à côté de chez mes parents, j'ai du mal à les voir une fois toutes les 2 semaines, tu vois. Ouais. Je me dis, si en plus, je suis à l'étranger. Ah bah là, tu les vois une fois par an. Là, c'est fini. Hein. Donc, ouais, je pense que c'est ok, l'optimisation fiscale, l'argent et tout, c'est important, mais il faut prendre ça au global. Ouais. On va enchaîner sur une dernière partie que j'ai préparée là, c'est la première fois, je trouve que c'était sympa. C'est le question time. Vas-y. En gros, c'est des petites questions que je trouve assez intéressantes sur l'invest. Il y en avait une du coup qu'on va passer parce qu'on l'a traité finalement, c'est ton avis sur les cryptos. Donc ça, on l'a eu plus ou moins. Si tu avais un seul invest à choisir, si aujourd'hui on te permettait d'investir que sur un seul truc, un seul secteur, enfin bourse, immo, machin, une seule façon quoi. En vrai, en France, si j'ai pas d'autres activités qui me permettent de générer du cash, je vais sur l'IMO. Si Ok. aujourd'hui je suis salarié, je vais sur l'IMO. Pourquoi ? Parce que tu peux te débrouiller vraiment Mm. pour faire des choses ouf en IMO jusqu'au point d'en vivre. Ouais, Alors que la bourse, avant d'en vivre, mon pauvre ami, ouais, c'est ce qu'on Va disait. falloir attendre avec de le longues capital années. quoi. la bourse, c'est vraiment un revenu du capital de ton propre capital que C'est tu auras ça. dans de nombreuses années. Donc C'est tu ça. te sécurises, tu le fais fructifier et tu pourras en profiter dans longtemps. Mais si aujourd'hui tu as envie de vraiment exploser ton patrimoine, l'effet de levier que te donne la banque avec l'immobilier, c'est quand même ouf. Donc certes, tu as plus de gestion, c'est plus de travail, c'est Beaucoup plus de plus, temps, mais tu as quand même un levier supérieur. Ouais. Donc moi, je suis fan de bourse et j'aime ça parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des revenus qui me permettent d'investir correctement. Ouais. Mais si j'avais pas ces revenus-là, je pense que je me buterais à l'IMO. Ouais, parce que c'est le. Disons que si on parle de patrimoine et si on dit
C'est quoi la façon la plus simple et rapide de faire 1 million de patrimoine? Clairement, c'est l'IMO. Ouais, après, tu fais du patrimoine brut avec quasiment tout qui est à la banque. Bien sûr. Là où l'IMO, c'est très fort, c'est que si tu es vraiment smart et que tu es bon en IMO, tu peux réussir à générer du bénéfice, du cash flow sur tes investissements. Ouais. Donc, si tu te débrouilles bien, en 10 opérations, tu peux presque te sortir un petit salaire. Ouais. Et tu vas pas être Crésus à gagner 10 000 balles par mois avec tes loyers. Tu vas pas rouler en Lambo, c'est ça? Non, la Lambo, c'est pour plus tard. Mais tu peux vivre de ça. Et ça, c'est ouf. Alors que la bourse, c'est vrai que pour sortir un salaire, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ouais, faut avoir... en bourse, pour sortir un salaire, si vraiment tu veux vivre de la bourse, il faut au minimum avoir... franchement, je sais même pas, mais c'est des centaines de milliers d'euros. Ouais, bah en gros, tu te dis... tu sors tous les ans, tu te sors un petit 4-5%, il te faut quand même bien 500 000 euros. Ouais, mais tu vois, imaginons aujourd'hui, j'ai 1 million d'euros. J'investis en bourse. Ouais. Je veux vivre sur mon capital. Il me reste peut-être, je touche du bois, mais il me reste 60 ans à vivre peut-être. Oui. Bah, si je sors 4-5% par an, en fait, dans 40 ans, il n'y a plus rien. Ouais, puis c'est intérêt à bien performer parce que tu sors 4% une année qui fait moins 10, moins 15. Il y a des règles comme ça qui existent. La règle des 4%, c'est un truc très connu. Mais tu vois, même avec 4%, c'est presque un peu trop haut et pas assez conservateur. Ouais. Donc tu peux faire la règle des 3%. Mais derrière, en fait, c'est hyper compliqué parce que si le marché monte, si le marché descend, toi, ta psychologie, elle va être différente. Donc, est-ce que tu vas sortir les mêmes sommes? Est-ce que tu vas tenir ta stratégie? Tout ça, c'est des trucs, en fait, qui sont très difficiles à anticiper. C'est dur de dire, je sors 3% par an de mon capital pour vivre. Si 3-4 années consécutives, ça fait du négatif, tu vas être là en mode, Bah, c'est ça. Sauf que si tu vis sur ça, c'est compliqué. Alors que les loyers immobiliers, c'est l'inverse. Parce que du coup, eux, ils vont rentrer quoi qu'il se passe. C'est comme des dividendes, en fait. Parce qu'il y a aussi, on n'a pas trop parlé de ça, mais on peut vivre des dividendes avec un gros capital. Mais imaginons que les loyers, ils tombent et ils augmentent en plus. Avec l'inflation, tu peux les augmenter. Oui, et en plus de ça, au-delà des loyers, parce que tu as le côté cash flow, donc mon bien me rapporte de l'argent parce que la différence entre mon crédit et mon loyer est positive. Mais il y a aussi, la personne rembourse ton crédit en plus de ça. Donc c'est-à-dire que dans 25 ans, tu n'as plus de crédit. C'est ça. Tu revends ton appart si tu as envie. Je veux dire, même si tu commences jeune... À 45 ans, tu peux avoir soldé des crédits. Ouais, et donc ton appart, il est net d'impôts. Tes loyers, t'as plus de crédit, c'est le loyer net d'impôts. Enfin, net d'impôts. C'est des loyers. T'as l'impôt et tous les autres charges que t'as. C'est des loyers sans charge, quoi. Ouais, exactement. Donc, Ok, donc IMO. Ouais, je pense. En tant que créateur de contenu, business, tout ça, si t'avais une seule plateforme à choisir. Méga dur. Mais je crois que je choisirais Insta. Ok. Ah ouais? Toi, j'aurais pas dit. Ouais. Parce que, tu vois, au final, je convertis plus. Ouais, ok, d'un point de vue business. D'un point de vue business, aujourd'hui, tu m'enlèves Insta, je pense que je convertis beaucoup moins. Ok. Parce que Insta, t'as cette proximité avec les personnes qui est hyper importante. Et en fait, les gens, quand ils discutent avec moi directement, ça crée un lien de confiance. Et c'est même pas voulu ou quoi que ce soit, c'est que moi, j'aime bien discuter avec les personnes et les accompagner, répondre à leurs questions. Mais ça, tu l'as pas sur YouTube. Okay. Les commentaires, c'est pas suffisant, tu vois. Non, bien sûr. Et du coup, Insta... Mais clairement, le combo des deux, pour moi, est trop fort parce que tu crées la confiance sur YouTube avec le format long. Les gens, ils découvrent ton expertise et tu as la proximité sur Insta. Donc, je pense que... C'est vraiment le banger. C'est un Instatube. Faut inventer une plateforme. Voilà. Mais par contre, il y a un outil, peut-être plus tard, peut-être pas maintenant, parce que si tu veux restructurer un peu le business, mais Eros, moi que j'utilise, qui permet en fait d'ajouter des balises UTM sur tes liens. Et en fait... tu verras que parfois c'est trompeur ce truc, parce que les gens, tu convertis plus sur Insta, mais c'est des gens qui te connaissent via YouTube. Oui. Et en fait, moi, le truc qui est tricky, c'est que j'ai analysé tout mon business comme ça, avec d'où provenaient les leads et les ventes. Et en fait, j'ai 2 fois plus de leads qui proviennent d'Insta. C'est-à-dire que j'ai 100 leads qui proviennent de YouTube, 200 leads qui proviennent d'Insta. Mais en termes de vente, je fais 2 fois plus de ventes de mes leads sur YouTube. YouTube est plus qualifié. C'est-à-dire YouTube, c'est 4 fois plus rentable qu'Instagram de mon côté, tu vois. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'à certains stades, moi, j'avais sorti une formation sur le sujet, parce qu'à certains stades de business, c'est des trucs qu'il faut avoir, parce que t'as vite fait de se fier à ton intuition ou à des trucs de surface en te disant, vas-y, je vais partir là-dessus parce que mes calls viennent d'Insta, mais tu te rends compte dans le fond que le mec, il t'a découvert sur YouTube, etc., tu vois. En fait, là, le truc, c'est que sur YouTube, c'est tellement le beans que j'ai même pas de lien vers mes calls. Ouais, oui, voilà. Donc, il y a vraiment rien en place, tu vois. Tu feras ça pendant ta semaine stade-là, mais de vacances. C'est pour ça que je me dis j'ai bon espoir, parce que j'arrive à générer du chiffre d'affaires et à avoir quelque chose de correct. Sans optimiser. Alors que c'est pas du tout optimisé, quoi. Ça, c'est le plus beau truc.
Bah, on verra. Mais Enfin, oui. j'espère. C'est une très bonne situation. Je me dis, j'ai de la marge. Est-ce qu'on devient riche en mettant 1,50€ de côté par jour? Alors, je m'explique. Parce que souvent, je vois sur Internet des conseils en mode oui, arrêtez d'acheter votre café tous les jours, buvez-le à la maison et vous économisez 1,50€ par jour. Non. Ok. Putain, j'ai la voix qui part en sucette. Mais ça m'a fait bugger, tu vois. Non, pour moi, ça, faut faire hyper gaffe à ce genre de choses-là parce que tu te prives, en fait. Et pour moi... Pour rien. Ouais, de ouf. C'est pas ça qui va changer, tu vois. Ça va rien changer. Non, il faut faire attention à son budget en général. Genre, ok, si t'as l'habitude d'aller acheter des trucs hyper chers alors que t'as pas les moyens, ok, tu coupes. Clairement, il y a des choses, il faut éviter les aberrations. Mais après, c'est pas un café qui va te... Si tu prives de ça. Après, bon, il y a différents, tu vois. Si tu vas chez Starbucks te prendre un caramel macchiato à 6€ tous les jours, bon, à la fin du mois, ça fait quand même 200 balles. Oui, voilà, ça fait 200 balles. Donc là, ok. Mais bon, 1,50€ par jour, je pense pas que ce soit là-dessus qu'il faut mettre le focus. Ouais. C'est plus sur qu'est-ce que je peux améliorer globalement sur mon budget sans couper les toutes petites dépenses. Vraiment, les trucs aberrants. Et après, se concentrer sur les revenus. Parce qu'il y a aussi... Moi, j'aime... Alors, ce discours, tu vois, il est un peu à double tranchant. Moi, je l'aime bien parce que ça permet aux gens de se dire, ok, je fais attention un peu à mes finances et tout. Mais il y a aussi un peu la notion épicurienne de dire, bah... En fait, je vais plus prendre de café, je vais plus sortir, je vais plus machin, donc j'habite dans une grotte, ok, je mets de l'argent de côté, mais je vis plus, tu vois. Bah ouais. Il y a un peu ce truc. On n'est pas là pour ça, en fait. Bah ouais. L'investissement, c'est censé être le bonus de... C'est important, mais moi, tu vois, même moi qui investis beaucoup et j'adore ça, c'est pas ma priorité du mois, tu vois. Ouais. Genre, moi, j'ai à peine 30 ans, même pas, j'ai 29. Je vais pas me saigner et je vais pas arrêter de vivre pour investir. Parce que toujours pareil, ok, la gratification différée, ok, demain, t'auras les résultats. Tu claques, quoi. Et puis j'ai pas envie d'être l'homme le plus riche du cimetière, tu vois. Ouais. Genre, ok, je veux gagner en liberté grâce à mes investissements. Je veux mettre en place des choses pour mes futurs enfants, pour pouvoir avoir la maison que j'ai envie d'avoir, pour plein de trucs. Mais je veux profiter aussi de maintenant, tu vois. C'est important. Et c'est pour ça que je trouve intéressant, comme tu disais, il y a deux profils. Moi, je fais clairement partie du deuxième, qui est de me dire, en fait, moi, je me prive pas du tout dans mon quotidien. Donc, café, resto, machin, etc. Je me prive pas. Si je me privais, je pourrais investir 500€ en plus tous les mois. Mais je préfère, en fait, pas priver et me dire, je charbonne et je fais en sorte de gagner plus. Et comme ça, j'investis ce truc en plus plutôt que de me priver et en fait investir la différence, tu vois, au final. Ouf. Tu reviens un petit peu à la même équation. Et on va terminer avec une dernière question. C'est quoi le conseil, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de commencer à investir, tout truc confondu, genre voilà, moi j'ai de l'argent de côté ou j'ai envie de commencer à investir, peu importe le support, si tu avais un conseil de départ à donner Alors, je vais donner un conseil qui est un peu différent de ce que disent les autres. Moi, je dirais d'y aller mollo. Okay. Et pas foncer tête baissée et se dire que c'est l'urgence et que j'ai pas investi pendant 5 ans, donc je dois démarrer aujourd'hui, tu vois. Ouais. Je pense que je prendrai le temps de déjà construire un peu mon patrimoine, voir comment il est constitué, vraiment faire un gros check au niveau des finances. Derrière, mettre en place des premières choses avec un petit montant. Typiquement, la bourse. Aujourd'hui, quelqu'un qui a coffré 100 000 balles, qui connaissait rien d'investissement et qui se dit aujourd'hui, j'ai envie d'investir. Moi, jamais de la vie, je lui dis d'investir 100 000 d'un coup, tu vois. Ouais. Parce que, en fait, tu passes de rien à tout et tu as tout l'émotionnel, toute la psychologie qui va avec. Et si demain, le marché boursier, il se pète la gueule de 20%, tu vas paniquer. Bah, c'est fini pour toi, tu vois. Ouais. Et tu vas finir à la machine à café en disant que la bourse est de la merde et que tu y reviendras jamais. Donc, vaut mieux y aller mollo, tu vois. Tu commences avec, je sais pas, 200 balles par mois si c'est une somme qui te va. Et tu construis ton portefeuille petit à petit. Si tu es à l'aise, tu passes à 300. Si tu es à l'aise, tu passes à 500. Et tu construis ton patrimoine comme ça. Pour moi, ça, c'est un bon conseil pour éviter déjà de faire des grosses conneries. Ok. Très bien. Parce qu'il y a une phrase, on terminé sur ce... Je sais pas si c'est une... je crois que ça doit être une citation, je pense, qui disait que si tu n'arrives pas à gérer 1000 euros ou à gagner 1000 euros... Non, je crois que c'est gérer. Si tu n'arrives pas à gérer 1000 euros, tu n'arriveras pas à gérer 1 million. Donc en fait, ça commence par là, en te disant... Première étape. Émotionnellement, si déjà, dès que j'ai mis 1000 euros de côté, j'ai investi 1000 euros, ça perd 10%, je suis en panique, le jour où tu as 100 000, tu vas bégayer. Bah, surtout qu'on sous-estime beaucoup l'aspect émotionnel de l'investissement et de la bourse. C'est tueur, le FOMO. Oui, mais regarde tous les mecs en crypto, c'est FOMO à 100%. Moi, ils ont peur de rater le train. J'ai connu des mecs pendant le bull run de l'année dernière. Tu sais, il y a eu un bull run, c'est descendu, c'est remonté. J'ai connu des mecs qui s'étaient montés à 60 000, c'est redescendu ça a perdu, je crois, 40 ou 50%. Ils ont perdu 400 000 euros.
je peux te dire que tu les revoyais, ils dormaient plus pendant 15 jours, mec. Ah bah oui. Ils étaient au bout de leur vie, ils paniquaient, leur quotidien, leur vie, c'était un calvaire. Pendant des semaines, ça a duré, parce qu'il y a l'émotionnel qui a pris une partie beaucoup trop importante du truc. On sous-estime ça, de ouf. Ouais, parce qu'on n'y a jamais été confronté. Et c'est pour ça que tu construis ta psychologie petit à petit en faisant et t'apprends. Étape par étape et en évitant de sauter les étapes. Ok, bah écoute, très bien. Je te remercie, Clément, Merci à toi, c'était très cool. d'être venu. Si on a envie de te retrouver, du coup, Bah, c'est pas compliqué. Clément Bravo, YouTube, Instagram. Et les deux. Je suis assez disponible sur Insta si vous avez des questions ou quoi que ce soit, donc c'est avec plaisir. Parfait. Je mettrai tous les liens dans la description juste en dessous. Merci, c'était cool. C'était cool. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir écouté et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de podcast.